Face à face. Et l'invité de ce face-à-face, c'est Dimitri Casali, historien, pour la sortie aujourd'hui du CD Historock, l'histoire de France, l'opéra rock, également sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez le montrer, vous êtes filmé, c'est parfait. C'est un bel emballage également. Et c'est important, c'est ce qu'il y a dans les CD et c'est vraiment très bien. Comment est né Bonjour déjà Dimitri Casali. Bonjour Philippe. Comment est né ce projet ? Eh bien, c'était à l'époque où j'étais encore professeur d'histoire dans les banlieues nord, non loin de Cergy-Saint-Christophe, très exactement. Et déjà, il y a déjà quand même 12-14 ans, c'était extrêmement difficile de transmettre notre histoire, l'histoire de France, à tous ces jeunes qui venaient juste d'arriver, souvent, du Mali, du Cameroun, des pays en difficulté et qui ne parlaient même pas le français. Donc, comment voulez-vous leur transmettre notre histoire en cours d'histoire? Je me souviens toujours du programme de l'époque. En 4e, on commençait par l'Empire des Habsbourg. C'était complètement... Alors vous voyez, il y a déjà ces nouveaux arrivants. C'est difficile, il faut faire preuve de pédagogie. Et ensuite, il y a des programmes absolument lunaires de l'éducation nationale qui sont pas du tout adaptés à ces jeunes qui veulent apprendre à être français. Alors vous êtes vraiment multicarte, hein, historien, ancien prof d'histoire, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Est-ce que c'est la suite de Napoléon, l'opéra rock ? Tout à fait. Tout à fait, on voulait un opéra rock composé avec le groupe Historock, enfin l'association Historock, parce qu'il y a aussi 7 profs d'histoire qui sont dans cette association, qui nous soutiennent, qui nous font parvenir les rapports chaque jour sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, et on va en parler tout à l'heure, c'est terrifiant. Et donc, effectivement, c'est la suite de Napoléon l'opéra rock. Là, c'est toute l'histoire de France, des cathédrales au Général de Gaulle, c'est beaucoup plus rassembleur. On voulait vraiment un opéra rock fédérateur et surtout équilibré. Et c'est pour ça qu'on a aussi des chansons. Et on va écouter des extraits dans quelques instants, mais il y a une citation de vous qui me plaît beaucoup. Je vous la cite. « Pour vous, l'histoire de France ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. » Fondamental, c'est ça aussi, c'est faire preuve aussi de pédagogie. Si vous voyez les programmes, les instructions officielles, comme on disait à l'époque, aujourd'hui, c'est vraiment le moyen, l'école française, c'est le meilleur moyen de vous faire haïr votre pays et surtout ne pas respecter votre histoire de France. On écoute le premier son, c'est une chanson qui s'appelle « Les cathédrales ». Naissance des cathédrales, naissance de la France, que nulle beauté n'égale si haut dans le ciel. 1144, la première basilique à Saint-Denis. Le spectacle, donc, la première chanson après l'intro, c'est Les cathédrales. Et on l'entend, les cathédrales, pour vous, c'est ça qui a fait naître la France ? Exactement. Donc ça, c'est ma conviction d'historien. Pour moi, la France, c'est un long débat, comme vous le savez. La France naît au XIIe siècle avec les cathédrales. Les cathédrales qu'on appelait cathédrales françaises. C'était l'art français. On ne parlait pas d'art gothique, il y a un terme qui a été inventé durant la Renaissance. À l'époque, à Séville, à Vilnius en Lituanie, quand l'évêque demandait qu'on lui bâtisse une cathédrale, il demandait une cathédrale d'art français, d'art franquigénum à l'époque. Vous vous rendez compte, c'est vraiment la consécration du titre du mot France. Alors je vous posais une question, je suis assez amateur d'histoire. 1144. Oui, mais pourquoi faire l'impasse sur des personnages historiques comme, je sais pas moi, Vercingétorix ou Charlemagne ? Alors, Charlemagne, parce que l'Empire carolingien est autant revendiqué par l'Allemagne que par la France. C'est vrai, et son palais était à Aix-la-Chapelle, voilà, qui est aujourd'hui en Allemagne. Faire remonter la France à Vercingétorix, non, je trouve ça n'a pas de sens. Au niveau historique, parce que j'ai pas terminé ma phrase pour moi, donc la France est le pays des arts et des lettres. Et quand, grâce à cet art gothique qui naît avec la consécration du chœur de la basilique de Saint-Denis, le 11 juin 1144, c'est vraiment l'expression, la naissance même de l'art français qui se concrétise aussi avec le roman de la Rose, le roman de Renard en littérature, avec Abélard, Héloïse, la Sorbonne. Vous voyez, c'est vraiment Paris qui devient la capitale de la France avec Philippe Auguste, Saint-Louis. Ça devient, la France prend vraiment naissance au XIIe siècle. Au XIIe siècle. Alors justement, vous continuez avec une bataille du début du XIIIe siècle, Bouvines.
Quand on voit l'étendue du royaume de France en 1880, quand Philippe Auguste succède à son père, Louis VII, et en 1223 à sa mort, est-ce qu'on peut dire qu'il a été un des plus grands rois de France ? Ah oui, il faut le dire, mais c'est ça que j'essaie aussi d'enseigner à tous ces enfants, tous ces personnages qui sont souvent mais fascinants. Philippe Auguste, Saint-Louis, c'est des rois totalement oubliés aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne font plus partie des programmes scolaires parce qu'ils sont trop royaux, trop monarchiques. On parlera on va parler de Louis XIV aussi. Et des programmes scolaires, c'est cette idée aussi d'éradiquer les racines chrétiennes et les racines monarchiques de la France. Alors que ce sont les rois de France qui ont créé notre pays. Et là, je le rappelle, j'ai même écrit un livre là-dessus. Et c'est vrai que Philippe Auguste, à la bataille de Bouvines, c'est vraiment un prince incroyable. Il charge à la tête de son hoste royal au cri de Montjoie Saint-Denis, qui est dans la chanson Bouvines. D'ailleurs, c'est un gros succès sur scène. Les gamins adorent cette chanson. Et je rappelle que vous êtes en tenue d'époque. Ah oui, en grognard pour Napoléon, en sans-culotte pour la Révolution, en étant bien habillé, soit dit en passant, évidemment. Et c'est vrai que ce cri de guerre des Capétiens, Montjoie, Saint-Denis, c'était remarquable. Et c'est comme ça, on en parle, que l'armée française j'ai écrit aussi un livre sur l'armée française, va devenir une des meilleures au monde à l'époque. Et qui sera même à certaines époques de l'histoire la plus puissante du monde. On continue donc dans votre spectacle avec Saint-Louis, un grand roi également. On parlait d'antisémitisme il y a quelques minutes, mais à qui on peut reprocher, comme à Philippe Auguste, une politique foncièrement contre les Juifs du royaume de France. Est-ce que vous évoquez ces aspects dans le spectacle, ou est-ce que c'est pas la preuve que tout homme d'État a des faces claires et des faces sombres ? Oui, alors là, vous savez, il faut faire vite, il faut faire des chansons en 3 minutes pour capter l'attention des élèves, ce sont des très bonnes chansons. Des jeunes, parce que la plupart du temps, c'est quand même le cœur de cible d'Historock, c'est des jeunes élèves de 8 à 14 ans, 15 ans. Et il faut synthétiser en 3 minutes. Donc pour Saint-Louis, c'est roi. C'est vraiment Saint-Louis, soldat du Christ, roi très chrétien, dit mon refrain. Donc vous voyez, il est effectivement dans c'est un saint, c'est lui qui va donner les lettres de noblesse de la sainteté à la dynastie capétienne. Et effectivement, il est pétri de christianisme. Et son idée, c'est d'évangéliser la terre. Donc il n'est pas, surtout après les croisades, parce que les croisades vont beaucoup lui apprendre, il n'est pas fondamentalement antisémite, justement. Ce terme n'existe pas à l'époque. Les grands historiens le disent. On parle d'anti-judaïsme. Vous voyez la différence. Voilà, il a des médecins juifs. Il est absolument pas antisémite, ça c'est sûr. En revanche, il y a cette volonté d'étendre la religion chrétienne et d'en faire la première du monde. Ça c'est sûr. On va faire un saut 150 ans, un peu plus de 150 ans plus tard. On écoute Jeanne d'Arc. Ah oui. On continue donc avec Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est pas un paradoxe, Dimitri Casali, que le personnage féminin le plus important de l'histoire de France soit une sainte dans notre République laïque ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Cet opéra rock m'a donné beaucoup de mal à écrire parce qu'il fallait trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre nos deux héritages fondamentaux, nous Français. C'est-à-dire le premier héritage dont il faut être fier aussi, l'héritage chrétien et monarchique. Je vous rappelle que Jacques Chirac a interdit que l'on signale, que l'on parle d'héritage chrétien dans la Constitution européenne. Vous voyez les esprits de l'époque quand même. Et bien sûr, notre second héritage, qui est fondamental aussi, laïque et républicain, parce que la laïcité, c'est presque unique au monde avec très peu de pays. Il y a l'Inde aussi, qui est un pays laïque. La Turquie l'était. Mais quand on voit comment les minorités religieuses sont traitées en Inde, c'est pas le meilleur exemple. Voilà, exactement. Il n'y a qu'en France. La France est peut-être le dernier vrai pays laïque au monde. C'est pour ça qu'il faut être ferme sur nos fondamentaux, nos valeurs fondamentales. C'est pour ça que dans cet opéra rock, je les rappelle et je les inculque à nos enfants. Et surtout, ne pas en avoir honte et surtout les adopter et surtout se les approprier. Voilà. Justement, moi je suis assez surpris quand je parle avec des jeunes. On parle de la guerre de 100 ans, qui est quand même la guerre la plus longue qu'ait vécue la France. Vous parlez de la bataille de Crécy ou de la bataille d'Azincourt. Alors je sais, c'est des mauvais souvenirs, on a perdu les deux.
personne les connaît ou presque. C'est pas surprenant. Oui, la guerre de Alors, même s'il faut peut-être mieux retenir que les victoires, vous me direz, mais... Non, mais c'est simple. Ça fait une dizaine d'années, les élèves pensent que Jeanne d'Arc a vécu à l'époque de Louis XIV. Donc, vous voyez, pourquoi je le rappelle. Là, il y a quand même un gros delta. Hein. Dans le spectacle, on met le paquet sur les dates et la chronologie. Depuis 20 ans, les pédagogistes qui squattent l'éducation nationale depuis 20 ans ont complètement détruit l'enseignement de la chronologie. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est pour ça que l'enseignement de l'histoire est dans cet état. Il a fallu tout déconstruire, inculquer surtout la haine de la France, comme je vous disais, à partir de l'esclavagisme, du colonialisme, de la collaboration. Donc, quand vous sortez de 12 années de cursus scolaire français, vous n'avez qu'une seule chose, c'est vouloir la haine de votre pays d'adoption. Et ça, c'est quand même fou qu'on n'enseigne plus chronologiquement, puisque l'histoire, c'est une succession d'événements. Il y a la guerre de 14, parce que la France, en partie, perd la guerre de 70, c'est l'Alsace-Lorraine qu'elle veut récupérer. La guerre de 39, c'est l'Allemagne qui veut sa revanche du traité de Versailles. Si on n'enseigne pas chronologiquement, vous me passerez l'expression, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout à fait. Donc, c'est Fernand Braudel qui disait que la chronologie est la grammaire de l'histoire. C'est beau. Et tous les grands historiens de l'école des Annales, parce que c'est là aussi, on va pas rentrer dans des débats fumeux, mais j'ai eu la chance d'interviewer le roi Ladurie, qui m'a apporté son soutien et qui a dit, alors que c'est le pape de l'école des Annales, c'est-à-dire en son temps une école pseudo-marxiste économique dans les années 50, qui a fait quand même beaucoup de mal aussi, et ben là il a changé d'avis, enfin c'était il y a 5 ans, et il m'a apporté son soutien en disant que la chronologie des rois de France, pour lui, est le meilleur marqueur chronologique pour enseigner l'histoire de France à nos enfants. On était en 1431, la mort de Jeanne d'Arc. On va sauter quelques années plus tard, 1515, la Renaissance et Marignan. Il y a une chanson où vous vantez la Renaissance à l'italienne. Est-ce que c'est un des principaux moments de l'histoire de France, la Renaissance ? Eh oui, tout à fait, parce que grâce à François Ier, c'est lui qui va introduire, et cette date, 1515, Marignan, même, c'est une autre chanson. Là, on va écouter... on va écouter Henri IV après. Henri IV. Bon, enfin, dans le spectacle, il y a une chanson sur la Renaissance, une chanson sur 1515 Marignan. Et pourquoi cette date est fondamentale dans l'histoire de France, comme l'avait proposé Ernest Lavisse, c'est que pour lui, elle marquait l'introduction de la Renaissance italienne en France. Et les enfants de l'époque savaient que la Renaissance commençait en 1515. Aujourd'hui, demandez à un jeune à quelle époque commence la Renaissance, avec la redécouverte des grands textes de l'Antiquité, les arts et les lettres, l'arrivée de Léonard de Vinci en France, il n'y en a pas un seul qui saura vous répondre. On écoute un autre extrait, la chanson Henri IV. Jusqu'à l'édit de Nantes, édit de tolérance, les guerres de religion ont ruiné la France. Catholiques et protestants s'entretuaient. Henri IV de Navarre est au roi contesté. Avant la bataille, ses soldats hésitaient. Le roi, coiffé d'un casque décoré d'un long panache de plumes blanches, le montre à ses hommes et soudain leur lance. Mes amis, si vous perdez vos étendards, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la gloire. Dans cette chanson-là, c'est plus du rock, c'est du rap. Vous ralliez Henri IV et la laïcité alors que le bon roi Henri est mort 295 ans avant la loi de 1905. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire un raccourci historique, Dimitri Casali ? Non. Il y a deux grands spécialistes d'Henri IV disent effectivement que le bon roi en rédigeant donc l'édit de Nantes en 1598, a donné naissance aux prémices. Il parle bien des prémices de la laïcité, de ce qui va, c'est-à-dire cet édit de tolérance où chaque sujet, chaque serviteur et chaque sujet du roi est avant tout un serviteur du roi avant ses convictions religieuses. Vous voyez, c'est là où la France déjà se différencie des autres pays protestants en Allemagne. C'était chaque prince, chaque peuple a la religion de son prince. Et bien là, non. En France, c'est l'édit de tolérance où l'édit le serviteur de l'État royal doit obéissance à son roi. Ouais. Dimitri Casali, est-ce que les guerres de religion n'ont pas laissé une trace indélébile dans l'inconscient collectif français ? Je crois que la dernière, c'est la guerre des Camisards qui se termine en 1702 et que ça explique l'attachement viscéral des Français à la laïcité et à la séparation des églises, je dis bien des églises et de l'État.
Oui, les Français, le peuple français a toujours été un peuple donc de rebelles, de contestataires. C'est un des grands peuples qui s'émancipe de l'emprise de la religion, qui est quand même une emprise, même s'il faut être fier de ses racines chrétiennes. Il faut avouer que la religion catholique en particulier avait des emprises absolument parfois terrifiantes, ça c'est sûr. C'était beaucoup Voltaire l'a bien décrit. Et effectivement, les Français ont été le premier peuple à se libérés de l'emprise de la religion, et c'est un exemple pour les autres peuples du monde qui doivent aussi se libérer de l'emprise de leur religion. Les chansons suivantes, c'est sur Richelieu et Louis XIV. Louis XIV, c'est l'apogée de l'histoire de France. Oui, de Louis XIV à Napoléon, donc de 1643 à 1815, je dis bien, la France est la première puissance du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. On écoute une chanson, Révolution. C'est ce qu'on voit des états généraux pour voter de nouveaux impôts. Les Français prennent la parole. Là, c'est plus du hard rock, c'est plus du rock, c'est plus du rap. C'est la Révolution. Dans la Révolution, il y a cette chanson dans laquelle on entend la Marseillaise à un moment. Oui. Est-ce que votre spectacle n'est pas la démonstration que la phrase de Marc Bloch, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération et d'une immense justesse? Exactement, c'est Marc Bloch, Brodel, le roi Ladurie, dont je vous disais, c'est quand même des Georges Duby, bien sûr, pour les cathédrales. C'est des historiens qui savaient raconter notre histoire et qui savaient la faire aimer et respecter. Parce que je regardais les hommes politiques aujourd'hui, et quand on voit le niveau des hommes politiques en histoire de France, mais c'est lamentable, et on comprend bien leur quiproquo, leur manque de conviction. Nos élites politiques ont honte de l'histoire de France. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut cet équilibre difficile, réalisable entre l'héritage chrétien et monarchique et l'héritage laïque et républicain, dont il faut être fier aussi. La Révolution française a bouleversé l'histoire du monde. Pour finir sur la Révolution française, avant de faire une pause, vous rendez hommage dans une chanson émouvante à Marie-Antoinette. N'est-elle pas, comme Louis XVI et Louis XVII, leur enfant, leur fils, un des destins tragiques de notre histoire? Exactement, on voit très bien, vous parlez le problème des Français, peuple rebelle, peuple aussi cartésien, je pense, j'ai toute une partie sur Descartes, bien sûr, je pense donc je suis avec le doute cartésien, c'est les Français aussi qui inventent ça, et donc pour Marie-Antoinette, on sent bien le dérapage de la Révolution, qu'a démontré François Furet, à un moment, la Révolution s'emballe, et on ne sait plus l'arrêter, et c'est vrai que ça finit par l'exécution de Louis XVI. Notre roi meurt dans un courage extraordinaire, et plus encore son épouse Marie-Antoinette, qu'on avait traitée d'Autrichienne pendant tout son règne, elle a su mourir avec un courage que bien des hommes politiques d'aujourd'hui devraient imiter. Berkoff dans tous ses états avec Dimitri Casali pour la sortie de ce magnifique CD Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. On continue là, la Révolution est terminée, on va recommencer avec Napoléon, un personnage cher à Dimitri Casali. Vous voulez réagir? Est-ce que pour vous, on est devenu nul en histoire? Est-ce qu'on ne sait plus l'enseigner? On attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et notre invité du face-à-face, c'est Dimitri Casali pour la sortie de son multi-CD. Il y en a 2 dedans, Historock, Histoire de France, l'opéra rock. Alors pour les jeunes, c'est parfait. Il y a du rock, il y a du rap, il y a même du hard rock. Vous maîtrisez bien les riffs de guitare de hard rock. Vous auriez pu jouer avec AC/DC ou Motorhead. Ah oui, on aime bien dans le groupe AC/DC. Ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est des morceaux qui ont beaucoup de succès dans nos concerts. Puisqu'il faut dire que depuis un an, depuis la première, le 2 février à l'Alhambra à Paris, où vous étiez d'ailleurs, cher Philippe. J'ai vu que la fin, parce que j'étais en direct avant. Nous avons joué devant 4000 enfants à travers la France et qui nous ont fait un triomphe. Justement, comment ils réagissent ces 4000 jeunes devant qui vous avez joué? Ils adorent. On a des témoignages enregistrés. Il faudra que je vous fasse écouter. C'est vraiment pour eux, ils comprennent en plus que c'est le meilleur moyen pour éveiller en eux
la curiosité, le goût d'en savoir plus. Voilà, c'est pas, j'ai pas prétention à remplacer les cours magistraux. Moi, c'est une Historock, c'est une nouvelle façon de donner l'envie et le goût de l'histoire à tous ces jeunes qui sont complètement paumés. On va passer au personnage suivant. On écoute déjà une chanson. Ça vous concerne, hein, puisque c'est la suite de Napoléon, l'opéra rock, quelque part. Napoléon. Il est un immigré, il n'a même pas 10 années. Mais beaucoup de fierté, beaucoup de volonté. Il ne parle pas français, c'est un déraciné. Son cœur est resté sur l'île de beauté, loin aussi le soleil. Napoléon, est-ce que pour vous c'est un personnage, vous avez dit que l'apogée de la France pour vous c'est Louis XIV. De Louis XIV à Napoléon. Est-ce que pour vous c'est le personnage le plus important de l'histoire de France? Et je vais même aller plus loin, un des personnages les plus importants de l'histoire du monde, puisqu'il a agi jusqu'aux Amériques avec la Louisiane vendue aux États-Unis. Et la Louisiane, c'était pas l'État de Louisiane, hein. Ça allait jusqu'au Montana, Nord Dakota, etc., la frontière avec le Canada. Ça représentait 13 ou 14 États aujourd'hui, qu'il est allé en Égypte et qu'il a profondément marqué l'histoire du monde. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. Napoléon est le personnage le plus populaire de l'histoire de France à travers le monde. Et on a écrit plus de 79 000, 80 000, si vous préférez, ouvrages sur sa vie de autant de jours depuis sa mort en 1821. Et que ce soit surtout les peuples de l'Est comme les Polonais, la Tchéquie, la Hongrie, les Russes aussi sont fous de Napoléon Ier. Et bien sûr, dans l'encyclopédie Britannica, vous trouverez Napoléon Ier, le plus grand héros de tous les temps. Donc les Anglais osent écrire ça, alors que nous, en France, il y a une culpabilisation, une lecture culpabilisante, un reniement de notre histoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Et regardez comment on a célébré le bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021. Ça a été minable. Imaginez que Napoléon soit britannique, comme des fêtes à n'en plus finir, soit chinois. Alors là, ça aurait été une fête. Mais nous, on n'a rien fait. Dimitri Casali, vous parlez de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, ça a été vraiment à la portion congrue. Alors on vous dira que c'est parce que c'était la période Covid, etc. Mais quand vous avez vu les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a été très en deçà? Alors on m'a dit que c'était pour ne pas choquer l'Allemagne, qui nous avait quand même déclaré la guerre, faut-il le rappeler, qui nous en a fait une autre 20 ans plus tard. Et quand je vois que pour les commémorations, on avait mis l'Allemagne à la tribune d'honneur et qu'on avait mis la Serbie, qui avait perdu 27% de sa population, à la tribune éloignée, est-ce que quelque part, vous dites qu'on est devenu nul en histoire, mais qu'on n'est pas aussi devenu nul en commémoration? C'est un fait. Les Français ne savent pas s'appuyer sur leur histoire. Ils ne savent pas célébrer leur propre histoire. Regardez, on parlait des Britanniques. Déjà, ils sont beaucoup plus rien que pour la bataille de Trafalgar. Ils avaient réuni 500 000 personnes au port de Plymouth. La reine était venue en personne. Et nous, à l'époque, avec Jacques Chirac, piteux, on avait envoyé le Charles de Gaulle. Alors que vraiment, c'est une défaite française, je le rappelle, Trafalgar. Alors que, voilà, là, il y avait moyen de célébrer, de rassembler tout le peuple français qui est tellement désuni, parce qu'on parlait des guerres civiles, des guerres de la religion, de la révolution. La France est avant tout un pays qui ne s'aime pas et qui est prêt. Les Français sont divisés et ne sont pas prêts d'être rassemblés à nouveau. Parce que quand ils sont rassemblés, c'est vraiment un des peuples les plus forts du monde. Malheureusement, on est devenu le peuple le plus divisé au monde. Parlons révolution. Il y a une autre chanson, 1848, encore une révolution, et c'est la fin du dernier monarque qui n'était pas roi de France, mais roi des Français, Louis-Philippe. Oui, 1848, c'est important aussi, surtout, son sous-titre à cette chanson, c'est le tricolore, parce que c'est vraiment l'adoption définitive de notre drapeau tricolore, des 3 couleurs, grâce à Lamartine, devant la place de l'Hôtel de Ville, qui a ce discours magnifique. On lui proposait l'adoption du drapeau rouge, bien sûr, il a refusé le drapeau rouge, le drapeau des communistes et des révolutionnaires, parce que pour lui, le drapeau tricolore avait fait le tour du monde avec les 3 couleurs de la Révolution et de l'Empire. Vous faites une chanson sur Napoléon III. Je me suis fait, en préparant l'émission, je me suis fait ce rapprochement. Est-ce que c'est pas un personnage qui a eu, comme tous les grands personnages monarchiques ou impériaux du 19e siècle,
le malheur de terminer en exil. Napoléon Ier a fini en exil, Charles X a fini en exil, Louis-Philippe a fini en exil et Napoléon III a fini en exil. Le grand malheur de Napoléon III, qui est vraiment le personnage le plus mal aimé de toute l'histoire de France, et je pèse mes mots, alors que c'est un des plus grands monarques. En 20 ans, il a bouleversé la France, c'est lui qui l'a mis sur les rails du développement économique. Si la France est devenue un pays si riche, c'est grâce à lui. Et ça, il a fait l'urbanisation des villes, le développement du chemin de fer, nos entreprises, l'industrialisation de la France. Voilà, c'est à l'époque, la France avait une réelle économie, une réelle industrie. Aujourd'hui, on n'a plus que 9%. On est au niveau de la Grèce. Voilà, on a la même industrie que la Grèce, vous vous rendez compte? Et donc, c'était un visionnaire. Ce qui manque à nos hommes politiques et à notre président en particulier, c'est une vision, une vraie vision à long terme, comme avait Napoléon III, ça a 20 ans, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé, ont fait que la France est restée une grande puissance. Et malheureusement, il a été vaincu en 1870 par les Prussiens, et donc l'histoire n'aime pas les vaincus. C'est la France qui a créé dans le monde le clivage droite-gauche avec la Révolution, Dans l'hémicycle, à droite, c'était les monarchistes, à gauche, c'était les révolutionnaires. Est-ce que quelque part, Napoléon III, il n'a pas créé en fait la social-démocratie, puisque c'était pas un démocrate, mais c'était un homme profondément pour l'industrie, mais profondément social. Les premières vraies lois sociales, enfin, je peux me tromper, je suis pas historien, non, c'est vrai. De la France datent de Napoléon III. On peut en parler en ce jour. 1864, le droit de grève, déjà. Mais surtout, comme vous venez de le soulever, toutes les mutuelles, les caisses d'assurance, la protection des ouvriers, c'est lui, parce qu'il était habité par le paupérisme, l'extinction du paupérisme. Il a écrit un livre, on parle même de l'empereur socialiste, et il était très proche du petit peuple. Et ça, c'est un fait complètement oublié. Il a tout fait pour améliorer la vie quotidienne des ouvriers, qui vont le regretter après sa disparition en 1870, parce que les salaires des ouvriers n'avaient jamais été aussi hauts depuis très longtemps en France à cette époque. Et n'oublions pas qu'Adolphe Thiers, qui lui succède au pouvoir, n'était pas le plus pro-ouvrier qui existait. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire. Une chanson ensuite, évidemment, 14-18, la plus grande victoire, mais la plus grande boucherie de notre histoire. Oui, c'est le moment tragique dans notre opéra rock. On sent, parce que pendant 1500 ans d'histoire, là, on sent un souffle épique et lyrique. Là, je vous dis pas, venez voir le spectacle le 30 mai à Chalon-sur-Saône, chez notre ami Gilles Platré, qui nous engage pour 2 concerts le mardi 30 mai. Et d'un seul coup, on arrive à la guerre de 14, et là, ça plombe l'ambiance, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas écrire une chanson avec le groupe Historock. Je n'ai pas fait tout ça tout seul, bien sûr. Une chanson triste, une chanson désespérée même, puisque c'est l'enfer, c'est la boue. Je parle de l'enfer de Verdun en particulier, et c'est vraiment une chanson qui donne les larmes aux yeux. Est-ce que c'est la dernière grande victoire de l'histoire de France ? Oui, voilà, mais oui, on peut dire que c'est une des grandes. Alors après, il y a Garigliano en Italie. Non, il y en a encore d'autres, mais c'est vrai. Mais c'est après Garigliano. En 44. En 44, voilà. Mais Monte Cassino. Ouais. On a participé. Alors Monte Cassino, Garigliano fait partie de Monte Cassino. Non, mais je parlais de guerre gagnée, pas de bataille. Oui, on a gagné d'autres batailles de après. Guerre vraiment gagnée. Vous avez raison, Philippe. C'est effectivement la Première Guerre mondiale. Mais à quel prix 1 400 000 morts, soldats et 300 000 civils. On écoute le son suivant. Socialistes, radicaux communistes, ils ont fait le serment. Syndicats, artistes pacifistes, restons unis, le poing tendu. Vous rendez hommage au Front Populaire. C'est un des grands moments de notre histoire, le Front Pop. Et oui, et tout le monde est étonné, parce que effectivement, c'est peut-être ma meilleure chanson, la meilleure chanson que j'ai écrite aussi avec le groupe Historock. C'est une chanson sur la gauche prolétarienne, donc devenant quand tout le monde connaît ma carrière. Effectivement, je suis quand même un historien de droite et je suis fier de le revendiquer. Mais effectivement, parfois, il y a des bizarreries de l'existence comme ça. Front Populaire est peut-être la meilleure chanson de l'album, et elle est importante, bien sûr. Je voulais avoir cet opéra rock équilibré, et c'est vrai que le Front Populaire de 1936, avec ses acquis sociaux, permet aux ouvriers, encore une fois, d'avoir les congés payés qui vont leur permettre, pour certains, de voir la mer pour la première fois, comme je dis dans la chanson.
Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. À tout de suite sur Sud Radio. N'aime pas la blanquette de fond. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face avec Philippe David qui reçoit Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Et on accueille tout de suite François d'Agen. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, donc c'est pour mettre un peu de controverse dans ce débat, parce que je ne peux pas laisser entendre que l'histoire telle qu'elle est enseignée par l'école républicaine puisse entraîner la haine auprès des immigrés. Je suis désolé, si on veut bien apprendre ce qu'est un pays, si on vient dans ce pays, Dimitri Casali a dit que ça incitait à la haine de la France pour son histoire. Je vous redonne la parole. Voilà, pour les périodes sombres. Mais je suis pas d'accord du tout. L'histoire française est importante de Jules César jusqu'à l'histoire contemporaine actuellement. C'est comme si nous, Français, on avait la haine des Allemands après la guerre 39-45. Et Dieu sait qu'on pourrait l'avoir. Donc nous, c'est passé ça. Maintenant, il faut savoir si les personnes immigrées arrivent en France, il faut qu'ils connaissent notre pays. Et pour connaître notre pays, il faut connaître notre histoire. Mais bien sûr, c'est exactement ce que je dis, cher monsieur. Mais justement, j'attire votre attention sur ouvrez les manuels scolaires d'aujourd'hui, même depuis une quinzaine d'années, et vous ne verrez que des périodes sombres de notre histoire. C'est ce que j'explique. Il n'y a pas une page objective sur les rois de France, sur les racines chrétiennes. Il y a même en 5e, depuis le programme Najat Vallaud-Belkacem, les cathédrales ont disparu officiellement. Il n'y a que le manuel Attier 5e qui en parle. Les 6 autres, Nathan et Magnard, n'en parlent absolument pas. Vous voyez, donc il y a une volonté sous-jacente d'éradiquer l'héritage chrétien en France. Et comment voulez-vous faire aimer la France à tous ces nouveaux arrivants? Moi, je m'adresse principalement aux immigrés. Quand j'étais prof, j'avais 100% d'immigrés dans ma classe. Et c'est pour ça que dans mon opéra rock, il y a de nombreux immigrés comme Jacob Offenbach qui a inventé le French Cancan, Marie Curie qui va faire l'industrie nucléaire française grâce à sa fille aussi Irène et Julio Curie qui vont créer le CEA, et enfin des personnages pour le Front Populaire comme Joséphine Baker. Donc j'en suis extrêmement conscient, mais j'attire votre attention sur les cours actuels. Ouvrez les livres de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, vous verrez, il n'y a que des pages. Reprenez l'exemple de Napoléon. Napoléon, aujourd'hui, en 4e, il n'a fait qu'une seule chose, il a rétabli l'esclavage en 1802. Il n'y a pas un seul mot sur les victoires d'Austerlitz, de Iéna, tout l'aspect militaire est soigneusement gommé. Bon, il y a un petit paragraphe sur le code civil, je vous l'accorde, mais surtout, il y a une page entière sur l'esclavage. Voilà ce que je dis. Un mot très court, François, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, bon, un mot très court, mais bon, c'était surtout pour dire que la haine, c'est la personne elle-même qui l'a, et donc c'est pas l'histoire française qui amène la haine, au contraire, on apprend à aimer un pays quand on connaît son histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, après, maintenant... Parlons vrai, François, vous avez eu la parole sur Sud Radio. Merci à vous, François. Et surtout, bonne continuation. Merci et bonne journée à vous. Très vite. Qui peut être développé. Très bien, c'est le but. C'est le but, François. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et on accueille Olivier du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonsoir Olivier. Bonjour Olivier, pardon. Bonjour monsieur Philippe David, bonjour monsieur Casali. Moi je suis d'accord avec ce que dit votre invité, mais je mettrais 2 bémols. Bon, Napoléon Ier... Comme c'est un spectacle musical, mettre des bémols, c'est assez cohérent. Non, mais sur l'histoire, et c'est vrai qu'on fait du négationnisme, comme disait par exemple Forisson, ça n'existe pas les chambres à gaz et les camps de concentration. Mais on est en train de faire la même chose avec l'histoire de France, les racines chrétiennes. Maintenant, il faut, c'est vrai, peut-être dans un prochain gouvernement, une autre présidence, parce qu'on a un président de la République qui est melting pot et qui ne sait pas ce que c'est la France, il l'a jamais il déteste la France, il nous critique. Ça, c'est votre point de vue, hein.
Non, mais Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher monsieur. Attendez, il faut rétablir un peu le contexte. Maintenant, sur l'histoire de France, je vais dire deux bémols. Louis XV. Alors, Louis XV a été un roi qui a dû rétablir les finances de l'État parce que Louis XIV avait dit à son successeur « Ne faites pas comme moi, c'est désastreux ». Mais malheureusement, on a perdu le Québec. Oui. C'est quand même Louis XV qui l'a, si je me trompe pas. Et les Indes. 1763 de mémoire. Le Canada et les Indes. Voilà. Et si on n'avait pas perdu le Québec, on aurait un pied en Amérique du Nord. En plus, évidemment, de la connerie de Napoléon, parce que moi, je préfère Napoléon III à Napoléon Ier. Je veux dire clairement, Napoléon Ier a fait le code pénal, a fait le code civil, c'est vrai, c'est excellent, mais ça a été un égoïste et ça a été un boucher. Malheureusement, sur les campagnes militaires qu'il a fait, il a commis beaucoup. C'est son égoïsme et c'est son autocentrisme qui l'a conduit à sa perte, malheureusement. Il a vendu la Louisiane et comme disiez, ça n'allait pas que la Louisiane, ça allait beaucoup plus loin. Ah oui. Donc on aurait eu un second pied aux États-Unis pour faire un pied de nez aux Américains. Et stratégiquement, ça aurait été utile aujourd'hui. Malheureusement, on a eu des mauvaises décisions, en l'occurrence, tout comme les Russes ont fait une connerie avec l'Alaska, il faut être clairement honnête. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une autocritique sur certains dirigeants historiques. Maintenant, ils ont été de grands dirigeants, il y a à ne pas en douter, tout comme Charlemagne, puisque si on prend Charlemagne, il n'est pas enterré en France, il est enterré en Allemagne, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était autant revendiqué par l'Allemagne que la France. C'est pour ça que je ne l'inclus pas dans mon spectacle. Dans Charlemagne, il y a comme le mot un peu Allemagne dans la consonance. Hein. Donc, nous, on vient à la fois des Celtes, des Gaulois et des Germains, puisque les Francs sont des Germains. Oui, voilà. Donc il faut nos racines, elles sont à la fois avant d'être, elles sont chrétiennes, mais elles sont aussi celtiques. Bien entendu. Maintenant, l'histoire de France, c'est vrai, est très mal enseignée aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je vois le constat désastreux. On a des esprits qui sont incultes, pour être honnête. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas d'où on va, déjà. Et puis surtout, il y a dans d'autres pays où on enseigne mal l'histoire, où on communique à l'extérieur une image qui est fausse. Par exemple, moi, dans le pays de ma femme, aussi. Alors, Olivier, on va faire réagir Dimitri Casali. C'est vrai que l'histoire est mal enseignée aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on va le redire, il y a une vraie méconnaissance des grands personnages. Ah bah déjà, ça c'était depuis depuis Sarkozy. Hein, c'est les programmes de 2008 avaient fait entrer les empires africains du Monomotapa et l'empire Songhai à la place de François Ier et Louis XIV. Donc que ce soit un gouvernement de gauche ou de droite, on a toujours des incapables et des irresponsables parce que le mal aujourd'hui est fait presque 20 ans après. Et bien sûr, on sent cette montée de l'ignorance qui est terrible parmi la jeunesse, mais même parmi les adultes. Et l'histoire est avant tout forme à la citoyenneté. L'histoire est l'institutrice de la vie, disait Cicéron déjà. C'est par l'histoire qu'on forme à la citoyenneté. Et regardez si aux élections régionales, les avant-dernières élections, 82% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés pour aller voter. On sent bien qu'ils ne sont pas investis par aucun sens civique. Aujourd'hui, il y a un vide intersidéral dans leur esprit, il n'y a plus aucune spiritualité et l'histoire de France qu'avait compris avec nos grands personnages, mais nos grands immigrés aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis conscient, nous donner de la hauteur et de la spiritualité. Vous allez faire d'autres concerts, Dimitri. Vous vouliez rajouter un mot, pardon, Olivier ? Oui. Et court, très court. Moi, j'ai 46 ans. À mon époque, quand j'étais à l'école primaire, il y avait l'histoire, la géographie, mais il y avait aussi l'instruction civique. C'est déjà une chose qu'on n'enseigne plus tellement. Comment est constitué l'État, l'Assemblée nationale, le Sénat et la durée des mandats et le pardon pour le président de la République, en l'occurrence. Ça, je pense que ce n'est plus enseigné réellement dans les écoles, si je me trompe pas. Et je disais, je préfère Napoléon III parce que c'est grâce à lui qu'on a le Paris d'aujourd'hui et aussi il a fait quand même apporter beaucoup d'innovations. Parlons-en du pari qu'Anne Hidalgo est en train de détruire. Et je suis opposé à Hidalgo, mais je dis clairement que Napoléon III a été un grand réformateur au niveau de la salubrité publique, des égouts et tout le reste, etc. C'est lui qui a fait les égouts dans les grandes villes, mais c'était suite 600 km. Ouais, c'est lui qui a fait. C'était suite à l'épidémie de choléra de 1832. Je crois qu'il avait fait des dizaines de milliers de morts. Et il a compris qu'il fallait absolument. Absolument.
Absolument, c'est lui qui a donc donné l'image de Paris à travers le monde en aérant. Il voulait donner à la fois de l'air aéré et puis surtout de la santé aux Parisiens. Et là, regardez ce qui est en train de se passer avec Hidalgo. C'est tout l'inverse. Merci beaucoup Olivier. Il nous reste à peine une minute. Vous allez faire d'autres concerts? Oui, bien sûr. Chalon-sur-Saône. Donc le 30 mai, Chalon-sur-Saône, grâce au maire Gilles Platré, qui je salue son courage. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous avons joué pour 2 concerts monumentaux à Cannes grâce à David Lisnard, qu'il faut remercier aussi, parce qu'il y a très peu de maires qui sont capables de nous engager, parce que souvent, quand on chante Jeanne d'Arc, les cathédrales, c'est mal vu par le conseil municipal. Vous voyez où on en est là aujourd'hui. Ensuite, le 12 août, nous serons justement pour Napoléon l'Opéra Rock à Châtillon-sur-Seine. Et enfin, à la rentrée, on joue grâce à Philippe Juvin, ex-maire de la Garenne-Colombe, donc à la Garenne-Colombe le 3 octobre, et pour 3 concerts, et c'est vraiment bien organisé, c'est un maire remarquable. Donc heureusement, il y a certains élus qui sont très investis dans la transmission de notre histoire et de notre culture générale. Et il y a un site web pour voir si des dates s'ajoutent? Alors voilà, ça c'est le plus important. Tous les auditeurs, j'invite tous les auditeurs à s'abonner à la chaîne YouTube Historock, l'histoire en musique. Là vous verrez 17 vidéos incarné par des vrais comédiens, et vous apprendrez l'histoire. C'est le but, c'est de les faire regarder à vos enfants pour apprendre l'histoire d'une manière drôle et humoristique. Merci beaucoup Dimitri Casali pour Historock, et tout le, comme on dit pour les navigateurs, bon vent pour ce magnifique spectacle. Merci. C'était le face-à-face de Philippe David avec Dimitri Casali, historien, pour la sortie du CD de Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À tout de suite sur Sud Radio.